avec lesquels vous avez vécu pendant 2 ans. Merci à tous les deux, merci Alice Barenbaum également. On vous retrouve tout de suite après l'entrée en matière de David Combat. C'est le plus grand peuple apatride au monde. Environ 30 millions de Kurdes vivent en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Depuis des siècles, ils aspirent à l'unité et à l'indépendance. D'ailleurs, en 1920 déjà, le traité de Sèvres leur promet un État. Pourtant, si les divergences entre eux sont la règle et l'unité l'exception, le rêve de l'indépendance s'est peu à peu transformé dans un élan pragmatique en des ambitions d'autonomie. Tour d'horizon d'un Kurdistan fantasmé. La Turquie d'abord, c'est là que vivent tant bien que mal près de 20 millions de Kurdes. Alors qu'en 1923, Atatürk bâtit son État sur les ruines de l'Empire ottoman, c'est l'identité même des Kurdes qui est réprimée. Langue interdite, villages arabisés, c'est dans les années 80 que le principal parti indépendantiste, le PKK, prend les armes. Dirigé par le charismatique Abdullah Öcalan, dit Apo, le soulèvement kurde est violemment réprimé. En 1999, il est arrêté au Kenya, puis condamné à mort, peine commuée en prison à vie. Pendant les années 2000, suite à l'accession au pouvoir de Recep Erdogan, des pourparlers sont engagés. Un cessez-le-feu fragile qui vole en éclats à l'été 2015, avec la reprise des hostilités entre Ankara et la rébellion. De l'autre côté de la frontière, les Kurdes syriens du PYD sont en train de consolider leur pouvoir. À Rojava, ils viennent d'annoncer la création d'une fédération qui unit les 3 cantons à majorité kurde, Afrin, Kobané et Jaziré. Une fédération sur une base géographique et non pas ethnique, précise-t-on. Les minorités, entre autres arabes, seront donc représentées. Une initiative dénoncée évidemment par la Turquie, mais aussi par les États-Unis qui ne soutiendront pas le projet. C'est en Irak que l'autodétermination est la plus proche de s'être concrétisée, et cela après des décennies de persécutions sous le régime de Saddam Hussein. Lors des tristement célèbres opérations Anfal, au cours desquelles 180 000 Kurdes vont trouver la mort, et notamment lors du bombardement à l'arme chimique de Al-Ashba. Pourtant, après la chute de Saddam Hussein, le Kurdistan irakien se voit accorder une large autonomie, un gouvernement régional et une capitale, Irbil. Les Kurdes d'Iran, plus discrets, moins médiatisés, mais pas moins persécutés. Et à double titre, religieux, ils sont pour la plupart sunnites dans ce pays à majorité chiite. Persécutions ethniques, ils sont kurdes quand la majorité est perse. Estimés à environ 5 millions et avec pour capitale Mahabad, les Kurdes iraniens ont frôlé leur indépendance. En 1946, la République de Mahabad est brièvement déclarée avant d'être décimée par l'armée du Shah. Des persécutions qui perdurent sous le régime des ayatollahs. Situés au cœur d'un Orient agité, partout les Kurdes assurent un rôle géostratégique de plus en plus important, notamment dans la lutte contre Daesh. Un pas de plus vers l'indépendance. Kendal Nezan, l'heure des Kurdes a-t-elle sonné? C'est un moment important dans l'histoire kurde. On peut dire effectivement qu'il y a maintenant un moment kurde dans l'histoire du Proche-Orient. Patrice Franceschi, vous avez vécu avec les Kurdes de Syrie, hein, vous les connaissez bien. Est-ce qu'il est palpable ce sentiment eh bien, que la souveraineté, c'est pour bientôt finalement? Écoutez, leur souveraineté de fait, elle existe depuis 2012-2013. Et depuis qu'ils ont libéré à la fois leur territoire, institué la démocratie, l'égalité homme-femme, et aujourd'hui Rojava, c'est un État de fait avec son gouvernement, son armée, sa police, ça fonctionne très bien. Et leur souveraineté est établie par les armes et par la démocratie, ce qui est assez exemplaire au Moyen-Orient. Et on ne peut que leur souhaiter évidemment une pérennité de tout cela. Et ça se joue aussi au plan international, au plan diplomatique. Mais vous savez, ils ont démontré à la fois leur capacité militaire contre les islamistes en général et Daesh en particulier à Kobané, et également leur capacité diplomatique et politique dans les négociations avec les Russes, les Américains, les Français et tous les intervenants. Ils pèsent aujourd'hui quelque chose au Moyen-Orient et honnêtement, ils sont un exemple pour tout ce Moyen-Orient de démocratie et d'égalité homme-femme, ce qui est le point d'incandescence pour les islamistes de Daesh et les autres, parce qu'ils ne peuvent pas tolérer dans ce Moyen-Orient une telle entité. Voilà pourquoi ils ont fort à faire avec les Kurdes. Mais pour l'instant, au niveau militaire, notamment sur le terrain, les Kurdes avancent partout. Je parle des Kurdes de Syrie, évidemment.
Alors la question de l'internaute que vous avez sélectionnée, Lise Baremum, ce soir, elle porte justement sur le Kurdistan, un Kurdistan important, le Kurdistan turc. Oui, c'est celle de David de Nîmes. Je la posais à Kendall Nezan. Il y a eu par le passé des pourparlers entre le PKK et la Turquie, et puis tout a volé en éclats. Pourquoi cette reprise des hostilités ? Oui, effectivement, après quasiment 30 ans de guerre, donc il y a eu des pourparlers entre le gouvernement turc et le PKK. Alors, les Kurdes ont investi beaucoup d'espoir, d'ailleurs toutes tendances politiques confondues, dans ces pourparlers de paix. Et puis, aux élections de juin dernier, le président Erdogan a vu le score de son parti baisser et il voulait récupérer une partie de l'électorat d'extrême droite nationaliste, ultranationaliste. Donc, il a commencé à menacer les Kurdes, à punir les Kurdes, à relancer la guerre contre le PKK. C'était une opération électorale au départ, purement électorale. Mais cet engrenage-là a pris ensuite des proportions dévastatrices, puisqu'il y a une vingtaine de villes du Kurdistan de Turquie qui ont été soumises au couvre-feu. Et il y a des villes qui ont été dévastées de couvre-feu permanent qui dure depuis 3 mois dans la vieille ville de Diyarbakir, dans la ville de Cizre. Et cette relance de la guerre a généré, d'après la presse turque, près de 800 000 déplacés et réfugiés. Mais malheureusement, dans l'opinion occidentale, on n'en parle pas beaucoup parce que les Européens ont besoin d'Erdogan. Ils pensent avoir besoin de la Turquie de M. Erdogan pour endiguer l'afflux des réfugiés. Et la Turquie joue à fond ce chantage aux réfugiés syriens et autres vers l'Europe. Donc voilà où on en est. On est dans une situation extrêmement périlleuse pour la stabilité et la paix dans la région. Et les Kurdes en souffrent beaucoup. Alors, un autre séparatisme que Erdogan ne voit pas d'un très bon œil, c'est le Kurdistan, les réclamations indépendantistes du Kurdistan syrien. Patrice Franceschi, vous avez vécu aux côtés de ces Kurdes de Syrie. On se demande pourquoi ils ne participent pas aux pourparlers de Genève qui sont en cours entre le régime et l'opposition. Parce que personne ne veut que les Kurdes en général, les Kurdes de Syrie en particulier, prennent du poids dans la région. C'est historique. Ils en ont pris, heureusement, par les armes et par la démonstration de leur capacité à lutter contre l'ennemi commun, qui sont les djihadistes. Mais pour le reste, on refuse qu'ils soient à la table de négociation. Pour l'instant, les étapes suivantes, je pense, leur permettront de pouvoir être davantage présents. Mais dans l'immédiat, je rappelle que les Kurdes de Syrie, comme d'ailleurs la plupart des autres, ne demandent pas l'indépendance. Ils ne demandent pas un changement des frontières. Ce qui s'est passé au Kurdistan d'Irak avec une autonomie au sein de ce qui est presque une fédération, c'est ce que veulent les Kurdes de Syrie, une fédération du nord de la Syrie. Et puis voilà, de toute façon, non seulement ils sont dans leurs droits, sans revenir derrière sur les aspects historiques du problème, mais ensuite dans les faits. Et nous avons, nous, intérêt, les démocraties, à les soutenir considérablement, car comme le disait Kendall tout à l'heure, nous croyons avoir besoin de M. Erdogan et de son régime islamo-conservateur, qui est le premier agresseur des Kurdes en Syrie comme en Turquie. Et par conséquent, nous avons un peu de mal parfois à faire la bonne discrimination ami-ennemi. Le chantage de Erdogan est insupportable et nous ferions mieux de nous tourner vers nos amis sérieux et à long terme. Voilà ce que personnellement je pense auprès des Kurdes de Syrie. Kendall Nezan, je voulais revenir sur les propos de Patrick Franceschi dans son livre. Il dit que c'est une guerre qui nous concerne tous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, je suis entièrement d'accord dans la mesure où maintenant le djihadisme, et moi je parlerai d'une manière plus générale, le salafisme est une menace pour le monde entier, pas uniquement pour le monde musulman, pas uniquement pour l'Europe, parce que c'est une idéologie qui tend à exclure les autres et puis à les exclure y compris physiquement. Déjà pour ces salafistes, même les chiites ne sont pas de bons musulmans. Donc ce sont des hérétiques qu'il faut éliminer. Et l'Europe, pendant longtemps, a cru que ça allait se passer à l'intérieur du Proche-Orient, des règlements de comptes, des conflits confessionnels. Et on constate maintenant qu'ils peuvent frapper au cœur de l'Europe, dans n'importe quel pays européen. Et le foyer incandescent de ce djihadisme, c'est en Syrie et en Irak. Et les seuls qui se battent concrètement, les armes à la main, contre ces djihadistes,
sont les Kurdes pour l'instant. Les seuls qui leur ont infligé des défaites au Kurdistan irakien, au Kurdistan de Syrie, ce sont les Kurdes. Les Kurdes sont aussi les seuls qui sont porteurs des valeurs démocratiques, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, du respect des minorités et de la tolérance vis-à-vis des autres religions. Et donc, normalement, les démocraties occidentales devraient les soutenir. Alors, mais pour l'instant, vous utilisez le conditionnel. Les démocraties occidentales n'ont pas beaucoup soutenu, on peut le dire, c'est un euphémisme, la cause du Kurdistan. Pourtant, les Kurdes ont eu le soutien inattendu d'un autre peuple, non arabe et non musulman également, de la région, c'est Israël. Quelle est la nature de cette relation? On va revenir en images sur cette relation avec Solal Zerwal. Deux peuples non arabes qui ne disposent que de très peu d'alliés dans un Orient compliqué. Dans cette région du monde minée par conflits et discordes, difficile de s'afficher main dans la main. Pourtant, Israël et les Kurdes échangent, commercent, s'entraident. Alors, alliance secrète ou secret de polichinelle? Des liens historiques unissent ces deux protagonistes. Dans les années 60, les agents du renseignement israélien aidaient les autorités locales du Kurdistan irakien. Après la chute de Saddam Hussein, des commandos d'élite israéliens auraient entraîné les Peshmerga. Depuis, ces combattants kurdes ont conquis Kirkouk, ville riche en pétrole. Désireux d'exploiter cette manne, les Kurdes veulent exporter l'or noir. C'est le début d'une nouvelle ère dans les relations israélo-kurdes. Mais prudence du côté kurde. Difficile d'assumer des relations cordiales avec l'ennemi numéro 1 du monde arabe. Si les échanges commerciaux ne sont pas rendus publics, de nombreuses entreprises israéliennes ont pénétré le Kurdistan irakien, région du nord de l'Irak que Jérusalem a, par ailleurs, reconnue comme région fédérale autonome. Israël affiche une position claire, il soutient l'indépendance des Kurdes. Nous devons ouvertement demander la création d'un État kurde qui séparera l'Iran de la Turquie, un pays qui sera amical envers Israël. Pourtant, une question persiste. Entre Israël et le Kurdistan, s'agit-il d'une alliance de circonstances ou d'une véritable entente? Très brièvement, messieurs Kendal Nezhan, Patrice Franceschi, je m'adresse à vous, Patrice Franceschi, s'il devrait naître, à quoi ressemblerait l'État kurde? Est-ce que ce serait un État démocratique, moderne, allié de l'Occident? Très brièvement. Alors bien sûr, pour l'instant, ce serait évidemment un État, mais un État fédéral, pour l'instant, une région autonome, qui serait évidemment démocratique. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Démocratique, comme l'a dit Kendal, qui respecte les minorités, l'égalité homme-femme, l'abolition aussi bien de la polygamie que la peine de mort. Un truc exemplaire, absolument incroyable, que moi, je regarde et vois naître et essaie d'aider à ma manière depuis 3 ans. Donc on ne peut pas me raconter d'histoire, ça marche, ça fonctionne, c'est l'avenir, c'est un exemple pour le Moyen-Orient. Quant aux relations avec Israël ou les Juifs en général, quand vous demandez à un Kurde ce qu'il pense des Juifs, il vous dit qu'ils en pensent que du bien. Et quand je vois à Kamishli, la capitale historique du Kurdistan syrien, tous les efforts que les combattants kurdes font pour protéger la dernière synagogue de la ville, c'est assez exemplaire aussi de ce côté-là. Alors évidemment, merci. Un mot peut-être de Kendal Nezhan pour conclure. Un mot de Kendal Nezhan également pour conclure. À quoi ressemblerait cet État? Écoutez, moi j'aimerais dire que j'aimerais dire que les relations judéo-kurdes sont vraiment très anciennes. L'une des plus anciennes communautés juives du monde était basée au Kurdistan. Ils parlaient jusqu'aux années 50 avant leur départ pour Israël. Ils parlaient encore l'araméen. Et la plupart d'entre eux étaient aussi installés dans des villages. Ils ont contribué dans le développement agricole d'Israël. Merci messieurs, merci à tous les deux. L'heure des Kurdes a peut-être sonné. La fin de cette émission également. Merci à tous les deux. Tout de suite un nouveau journal. On se retrouve pour la seconde partie dans une dizaine de minutes.